Bonjour. Donc on va passer aux réactions composées. Donc tout d'abord en représentant le profil réactionnel de deux réactions successives et en introduisant donc la notion d'intermédiaire réactionnel ou IR. Donc soit deux actes élémentaires à la suite, c'est-à-dire qu'on a un premier acte élémentaire A donne B, puis B devient le réactif de la réaction suivante, donc B donne C. Ou bien R donne I donne P, avec donc R réactif, I intermédiaire, P produit. Donc I est à la fois le produit de la réaction 1 et le réactif de la réaction 2. Donc l'intermédiaire est une véritable espèce, hein, donc il va être un minimum d'énergie dans la surface d'énergie potentielle, qui est donc isolable en théorie, donc contrairement à l'état de transition qui lui n'a pas d'existence, un état furtif du système où les liaisons sont partiellement rompues, partiellement formées. Mais l'intermédiaire est en général quand même assez instable, souvent haut en énergie, donc voilà, il va rapidement se transformer. Mais c'est une véritable espèce, ça peut être un carbocation, ou un cation, un anion, carbanion, un radical, donc, avec un électron célibataire, donc une espèce voilà, qui se forme par rupture de liaison, hétérolytique ou homolytique, mais voilà, une véritable espèce qui a une véritable structure de Lewis voilà, qui existe, même s'il est difficilement isolable. Donc le profil de ces deux actes successifs donc, va donner en fait deux profils d'actes élémentaires isolés qui s'enchaînent en fait, tout simplement. Hein. Donc on colle deux profils, deux chemins réactionnels côte à côte. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc R, on part du réactif. Donc IR, donc comme très classiquement, est assez haut en énergie. Donc c'est le produit de la première réaction, mais cette réaction donc, est assez endo-énergétique, donc avec une grande énergie d'activation hein, qui est représentée ici. Ensuite, l'état de transition numéro 2 donc, est ici. On a deux états de transition, les deux bosses. Donc, voilà, entre guillemets, je parle toujours donc, de profil chameau, avec deux bosses, mais par contre, un chameau un petit peu tordu, un petit peu bossu, mais pas symétrique. Donc, avec une deuxième bosse hein, qui est plus petite que la première, hein, très souvent, puisque l'intermédiaire va facilement donc, faire cette deuxième étape, donc facilement franchir cette deuxième barrière, donc qui est assez basse. Donc, ici, on a la deuxième énergie d'activation. D'accord. Donc c'est plus facile pour lui de faire cette deuxième étape plutôt que de revenir en arrière et de faire éventuellement l'étape -1 hein, qui existe, hein, puisque tout acte est renversable. Donc c'est pour ça que la deuxième bosse est plus petite que la première, hein, pour que la EA2 soit plus petite que la EA-1. Voilà. Et ici donc on a fait une réaction globalement exothermique, exoénergétique, donc avec un produit plus stable que les réactifs. Donc voilà pour un profil classique de réaction à de réaction successive, de réaction à deux étapes. Donc la réaction globale, c'est A donne C, et son mécanisme réactionnel, c'est A donne B donne C. Voilà. Alors, on va maintenant passer donc au poly suivant, où on va étudier la cinétique de ces actes composés, de ces réactions composées. Et donc ça va nous servir après pour étudier les mécanismes réactionnels donc, dans un poly suivant. Donc dans le cas général, donc cette fois-ci, on a plusieurs réactions, plusieurs équations bilan qui sont nécessaires pour décrire la transformation chimique, hein, l'unique réaction bilan qui décrit ce qui se passe dans le milieu. Donc on a la réaction R, donc unique, qui est donc 2A plus B donne D plus 4E. Donc on voit qu'elle est un peu compliquée. Là par exemple il y a 3 réactifs, donc ça ne peut pas se faire en une seule étape en général. Et donc on suppose qu'elle se décompose, hein, j'ai inventé un, en ces trois actes élémentaires. Donc A plus B donne C plus 2D, c'est la 1, C plus 2A donne B plus 3E, c'est la 2, D plus B donne E plus A, c'est la 3. Donc il y a une nouvelle espèce qui apparaît, c'est la C, donc qui est donc un intermédiaire réactionnel. Et puis donc on a A, B, D et E qui interviennent dans ces trois actes élémentaires, ou pas, ça dépend lesquels. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va exprimer donc la variation, la vitesse de consommation hein, ou de formation de chaque espèce, donc A, B, D ou E. Donc plutôt consommation pour A et B et plutôt formation pour D et E. Mais bon, peu importe, de toute manière, on va apprendre donc, à exprimer la dérivée de la concentration de n'importe quelle espèce qui intervient dans ce mécanisme réactionnel. Donc A, B, C, D et E. Pour ça, donc, il faut bien comprendre que la variation de quantité de matière ou de quantité de matière par litre par unité de temps va avoir plusieurs origines, plusieurs sources. Donc la concentration de A varie avec l'avancement des trois réactions. Donc il y a sa variation qui est engendrée par la réaction 1, plus sa variation qui est engendrée par la réaction 2 par unité de temps, plus sa variation qui est engendrée par la réaction 3 par unité de temps. Donc il faut sommer ces trois contributions pour avoir d2A sur dt global dans le système.
d'accord, puisqu'il y a 3 actes élémentaires qui composent ce mécanisme. Donc, or, on connaît les définitions des vitesses de chaque acte élémentaire, je parle bien des définitions. Après, on connaîtra aussi la loi de vitesse avec la loi de 't Hooft, mais ça viendra après. Donc pour l'instant, on écrit juste les définitions. Donc V1, comme pour A, comme A est un réactif de l'étape 1 avec un nombre stoichiométrique de 1, ça va nous faire donc V1 égale moins D2A sur dt 1. D'accord. V2 maintenant, donc par 2, cette fois-ci, V2 va être égal à moins 1,5 de D2A sur dt par la réaction 2. Et pour finir, V3, dans V3, donc là c'est un produit, donc cette fois-ci, V3 est égal à plus D2A sur dt, par la réaction 3. D'accord. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à sommer les 3 termes. Donc D2A1 sur dt, ça va être moins V1. D2A sur dt par la 2, ça va être moins 2V2. Et D2A sur dt par la 3, c'est plus V3. Donc ça va nous faire toute cette somme. Donc moins V1, moins 2V2, plus V3. Donc ça, c'est la dérivée globale de A qui tient compte des 3 vitesses. D'accord. Donc de manière générale, le calcul, donc c'est, on remarque ici, le nombre stoichiométrique de A dans la réaction 1, donc moins 1, fois sa vitesse, le nombre stoichiométrique de A dans la réaction 2, c'est-à-dire moins 2, puisque c'est un réactif, un nombre stoichiométrique algébrique, et le nombre stoichiométrique dans la réaction 3, plus 1 fois V3. Donc de manière générale, ça va nous faire plus somme des nu de A dans la réaction I, fois NUI, le nombre stoichiométrique de A dans la fois VI, pardon, nombre stoichiométrique de A dans la réaction I, fois la vitesse de la réaction I. D'accord. Avec donc nu à I, le nombre stoichiométrique de A dans la réaction I, ça fait 3 fois que je le dis. Et vous avez vu, j'ai trouvé comment on encadre les équations. Enfin, donc on fait pareil pour B, C et D, donc on a le mécanisme là-haut. Donc pour B, on va avoir moins V1, puisqu'il est réactif dans les réactions 1 avec un coef 1, plus V2 et moins V3. Tout simplement. Ensuite pour C, donc C ça va faire plus V1 puisqu'il est produit, moins V2 puisqu'il est réactif, et pas de V3 puisqu'il n'intervient pas dans la réaction 3. Ensuite D, donc D on remonte, ça va nous faire plus 2V1 puisqu'il est produit avec un coef 2 dans la réaction 1, il n'intervient pas dans la réaction 2, et moins V3 puisqu'il intervient en réactif avec un coef 1 dans la réaction 3. Et E n'intervient pas dans la réaction 1, plus 3V2 dans la réaction 2, plus V3 dans la réaction 3. Comme c'est un produit, on voit ici qu'il n'intervient qu'avec des termes positifs. Hein, on a une somme algébrique de manière générale, mais après, voilà, pour les réactifs, on peut très bien avoir que des termes négatifs, et pour les produits, que des termes positifs, ça dépend des cas. Donc là, j'ai pris un cas voilà, quelconque. Hein. Ah oui, on remarque, pardon, j'ai oublié de vous le dire, que la somme des réactions 1, 2, 3 redonne bien le bilan R, d'accord. On a bien 3A ici, moins 1A, puisqu'il y a un A en réactif, donc ça fait plus 2. B, on en a 1 là, moins 1, plus 1, donc on en a 1 en réactif. D, on en a plus 2, moins 1, donc plus 1. Et E, on en a 3, plus 1, 4. Donc on retrouve bien l'équation de bilan qui est donnée ici. R est égal à 1 plus 2 plus 3. Je ne l'ai pas écrit, mais à la rigueur, vous pouvez l'écrire. Très bien, donc on va passer maintenant à des applications. Donc on va retrouver des schémas de réactions composées dans les mécanismes réactionnels. Donc les 3 schémas de base simples, c'est les réactions parallèles, les réactions opposées et les réactions successives. On en a déjà parlé avec le profil. Donc les réactions parallèles, le principe c'est qu'il y a au moins un réactif en commun. Donc par exemple, A plus B donne C, A plus B' donne D. D'accord. Donc là on a le A qui est un réactif commun, donc c'est ce qu'on appelle des réactions parallèles ou compétitives ou concurrentes. Donc ça va être éventuellement des réactions en effet en compétition, et on pourra étudier ça donc en chimie organique, les différents facteurs qui influencent ces réactions en compétition, comme par exemple les SN élimination, et discuter sur leur vitesse, puisqu'elles vont être en contrôle cinétique. Hein, on verra ça, ce que ça veut dire un peu plus tard. Lorsque les réactifs sont carrément tous identiques, c'est-à-dire qu'on a A et B, même réactif pour ces réactions, ou un seul réactif, par exemple A, pour 2 réactions qui donnent des produits différents. Dans ce cas-là, on parle de réactions jumelles. Donc ça va être aussi souvent rencontré.
Et donc c'est ça qu'on va étudier avec la variation dans le temps aujourd'hui. Donc traitons le cas de réactions jumelles, avec de plus l'hypothèse qu'elles suivent la même loi de vitesse. Donc on ne dit pas que ce sont des actes élémentaires, ça pourrait, hein. On ne dit pas quel est leur ordre, mais on dit juste que les ordres sont les mêmes. Donc ces réactions donc, ont un ordre, et cet ordre est le même. Donc on a donc C, dc sur dt, pardon, qui va être égal à K fois A fois B puissance, fois A puissance P fois B puissance Q, d'accord? K1, pardon, c'est V1. Donc dc sur dt, il est juste formé par la 1, donc c'est V1, d'accord? Donc K1 A puissance P fois B puissance Q. Et dd sur dt, lui, il est formé uniquement par la 2, donc c'est juste V2. Et donc, on va supposer qu'elle a un ordre, et donc c'est V2, K2 A puissance B fois B puissance Q. Les mêmes ordres, P et Q. Par contre, la constante change, K1, K2. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les vitesses qu'on vient de calculer, qui sont en fait les vitesses de formation de C et D, parce que c'est plus les dérivés, sont en fait proportionnelles, puisqu'on a juste un facteur qui change, K1 et K2, qui sont des constantes. Donc elles sont proportionnelles, et en effet, donc si on exprime ça, on va avoir donc dc sur dt qui est égal à K1 sur K2 d sur dt. D'accord? Or, ce sont des produits, donc initialement ils sont en concentration nulle, donc ils sont aussi en concentration proportionnelle, donc on peut montrer que ces concentrations vont être proportionnelles quel que soit t. Donc il suffit pour cela de multiplier par dt et d'intégrer, comme ceci. Donc on multiplie par dt, on obtient dc finalement, et dd qui sont proportionnels au facteur k1 sur k2 près, et donc on intègre entre 0 et t où c va être égal à c, et 0 et t où c va être égal à d. D'accord? On n'intègre pas par rapport au temps ici. Donc on obtient alors que c de t est égal à k1 sur k2 d de t, quel que soit t. Donc on peut ajouter ça éventuellement. Et donc on peut ajouter quel que soit t. Donc ceci, ça peut se représenter donc, graphiquement. Donc les concentrations des produits sont proportionnelles et on remarque que le produit donc, qui va être celui qui est majoritairement formé va être celui qui correspond à la constante cinétique la plus grande, puisque C, par exemple, est plus grand que D si K1 sur K2 est supérieur à 1. Par contre, si K1 sur K2 est inférieur à 1, on trouvera que ce sera D qui sera majoritaire. Donc c'est ce qu'on obtient sous contrôle cinétique. Le produit majoritairement formé est le produit le plus rapidement formé, c'est-à-dire de plus grande constante cinétique, donc on peut ajouter aussi de plus petite énergie d'activation. Ça c'est important sur les profils. Alors donc pour tracer ces courbes, on va utiliser Python tant qu'à faire. Donc réaction jumelle, ici. Donc voilà le programme, donc, qui n'est pas très compliqué. Donc il suffit d'utiliser un module donc, qui s'appelle SciPy, évidemment Matplotlib pour tracer, NumPy aussi. Donc dans SciPy, en fait, il y a ce qu'on appelle la fonction oddInt, qui est une fonction résolution d'équations différentielles. Donc en fait, j'ai juste demandé, donc je demande la concentration initiale, les deux constantes, le temps de la durée de réaction. Et donc au départ, donc, je fixe la concentration initiale à A, donc C et D au début sont nuls, puisque ce sont des produits, et donc ici, j'ai défini donc, le système d'équation différentielle pour les réactions jumelles, donc ça c'est ce que vaut D2A sur dt, donc moins K1, donc D2A sur dt on ne l'a pas écrit ensemble, mais c'était égal à plus V1 plus V2, puisqu'il est consommé par les deux, donc c'est ici, donc du coup D2A sur dt c'est moins V1 moins V2, et d de c sur dt, c'est K1A, donc c'est ce qu'on a là, et d de d sur dt, c'est K2A, d'accord? Au carré, pardon. Je me suis mis dans l'hypothèse où P égale Q égale 1, et on se met en proportion stoichiométrique, d'accord? Pardon, je n'ai pas précisé tout ça. Donc je prends des actes élémentaires, en fait, finalement, donc du coup les ordres P et Q sont 1, et j'ai pris les proportions stoichiométriques au départ, donc 1 mol par litre pour A et B. Donc ça nous fait un ordre 2 apparent, ordre global, quand on est en proportion stoichiométrique. Donc j'ai défini un intervalle une liste de dates en divisant donc, les 0 T1, qui est la durée de la réaction, en 2000 valeurs. Et ensuite, donc, je résous le système d'équations différentielles, le système jumelle, à partir des valeurs initiales, et pour toutes ces dates. D'accord ? Et ensuite, je trace les fonctions obtenues, donc je trace ACD en mettant donc en légende les différentes concentrations qui vont avoir différentes couleurs, en abscisse le temps en secondes, et donc en ordonnée ce sont les concentrations en mol par litre, et on va regarder tout ça. Chaud!
ça met un tout petit temps. Donc d'abord, on rentre la concentration initiale, je vais prendre 1 mol par litre. La première constante de vitesse, je vais prendre 1 pour les réactions jumelles, 2 pour l'autre, pour avoir 2 valeurs différentes. Et on va faire une durée de 5 secondes de temps de réaction. Donc on obtient ceci, donc que vous avez aussi sur le poly, donc il n'est pas en couleur, donc il faut repasser les courbes en couleur. Donc évidemment, A2T, c'est la bleue, c'est le réactif. Donc on retrouve voilà, un réactif qui décroît, même pour un ordre 2. Donc c'est pas une exponentielle décroissante, mais c'est pour l'ordre 2. En vert, vous avez D2T, donc qui est celui qui a la plus grande constante, K2. Et on voit que D est le double de C, puisque K2 sur K1 vaut 2. Donc C étant évidemment orange. Ok. Donc on voit bien que le produit majoritaire est celui qui a la plus grande constante. On retourne sur le polycopier. Donc voilà, vous l'avez sur le poly, vous pouvez repasser en couleur, avec les valeurs donc, des constantes dans les bonnes unités, les concentrations, donc réaction jumelle, donc supposée d'ordre 1, c'est ce que je vous disais, par rapport à chaque réactif, donc comme les actes élémentaires. Et donc on voit bien que C ici est égal à 1 demi de D, puisque ça nous fait K1 sur K2, donc 1 sur 2. Très bien, donc on peut passer aux réactions opposées maintenant. Donc le système des réactions opposées, c'est qu'on a un seul bilan finalement, A donne B, et que la réaction peut se passer dans le sens A donne B ou dans le sens B donne A. D'accord. Et on va supposer donc K1 la constante dans le sens direct, K-1 dans le sens inverse. On suppose qu'on part des concentrations initiales, donc A0 pour A pour ce premier cas, 0 pour B, mais on pourrait très bien faire l'inverse, mettre du B et pas mettre de A, on verra comment on va le faire. On appelle les concentrations de A petit a et la concentration de B petit b. Donc D2A sur dt, ça va être égal à, attention, moins V1, mais aussi plus V-1. Donc ça, il ne faut pas oublier ce deuxième terme, très souvent les élèves oublient ça. A, il est réactif de la 1, mais il est aussi produit de la moins 1. Donc c'est V1 moins V-1, moins V1, pardon, plus V-1, excusez-moi. Alors, donc du coup, ici, j'ai le bilan. Donc, B va être égal à A0 moins A. Je l'ai écrit aussi là, mais donc je l'ai mis là, j'en ai besoin parce que je mets en rouge. Donc, moins V1 plus V-1. Et ceci est égal aussi à moins dB sur dt, puisque dB sur dt, elle, c'est plus V1 moins V-1. D'accord. Donc, c'est l'opposé. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est la base en réaction opposée. Donc, on va mettre tout ça en jaune. Voilà, du coup ça m'a mis le reste aussi. Donc ensuite on applique, on suppose que ce sont des actes élémentaires, donc on applique la loi de Van 't Hoff, donc ça nous fait plus K1 moins K1 fois A, moins K1 fois A plus K moins 1 fois B, voilà. Donc ce qu'on a là, avec B bien sûr, qui vaut A0 moins A, qu'on a déjà écrit aussi ici. Donc ça c'est le tableau d'avancement, puisque B c'est X en fait finalement. C'est l'avancement. Donc A est égal à 0 moins X et B à 0 moins A. Et B est égal à X, pardon, donc à 0 moins A. Quand le temps devient très grand, donc ça c'est vraiment très important à exploiter en système de réaction opposée, qu'est-ce qui se passe? On a des réactions opposées, donc on va atteindre un équilibre, c'est le principe des réactions opposées. C'est-à-dire qu'alors les concentrations ne vont plus varier, c'est le principe de l'équilibre, comme on l'a déjà vu. Donc comment ça va se traduire cinétiquement? Donc ça va se traduire par D2A sur dt et D2B sur dt égale 0, puisque les concentrations ne varient plus. Ça veut donc dire que pour les vitesses, on va avoir V1 égale V-1. D'accord. On a à bien comprendre qu'on n'a pas arrêt des réactions, c'est-à-dire que les réactions sont toujours dynamiques, et V1 est différent de 0 et V-1 est différent de 0, mais ce qui fait qu'on atteint l'équilibre, c'est que V1 devient égal à V-1. Soit K1A à l'équilibre est égal à K-1B à l'équilibre. D'accord. Or, donc moi je veux calculer les valeurs à l'équilibre, AEC et BEC. Donc pour ça, j'utilise que BEC est égal à A0 moins AEC. Pardon, excusez-moi, d'abord je traduis donc cette relation à l'équilibre. Donc BX sur AEC est égal à K1 sur K-1, et là on retrouve un quotient réactionnel, B sur A, produit sur réactif, donc finalement on retrouve la constante thermodynamique. Donc très souvent dans les énoncés, on peut très bien vous donner soit K1 et K-1, soit directement grand K ou grand K1, qui est égal finalement à K1 sur K-1, et vous demandez le rapport avec les constantes de vitesse. Donc maintenant je réécris donc que BEC est égal à A0 moins AEC.
D'accord. Et j'ai aussi donc AEC, K1 AEC pardon, égale K-1 BEC. Donc je remplace BEC par A0 moins AEC, donc ça me fait K1 AEC égale K-1 A0 moins AEC. D'accord, donc je mets les AEC à gauche, donc ça va me faire K1 plus K-1 AEC égale K-1 A0, donc AEC égale K-1 A0 sur K1 plus K-1. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Et BEC, évidemment, est égal à K1 sur K-1 AEC, donc je divise par K-1 donc qui part, et je remultiplie par K1, donc j'obtiens ceci pour BEC. Donc on peut calculer les valeurs à l'équilibre avec ces deux relations, la relation d'avancement et la relation V1 égale V-1. Donc ça c'est vraiment très important, ce V1 égale V-1. Bon, et là je ne peux pas le mettre en jaune, mais le cœur y est. Donc mettez-le vous. Donc notez bien que les vitesses, je disais, comme j'ai déjà dit, ne sont pas nulles. V1 égale à V-1, mais les deux vitesses sont non nulles, puisque BEC et AEC sont non nulles, K1 AEC est non nul, et K1-1 BEC est non nul, mais ces deux valeurs sont égales. Et ça c'est important, parce qu'on le réexploitera dans les mécanismes. Donc pareil, on va pouvoir tracer les expressions. Donc on va faire, donc, dans un premier temps, K1 égale 2, K2 égale 1. Enfin, on va garder ces deux valeurs. Et dans un premier temps, on va mettre A0 égale 1 mol par litre, donc voir l'état d'équilibre. Donc je vous montre le programme Python. Voilà, donc c'est le même que précédemment, ça il n'y en a pas besoin, c'est la version Python. Donc par contre j'ai rentré donc, cette fois-ci les deux concentrations A0 et B0. Donc au départ on va prendre B0 égale 0, K1, K2, T1, et donc le système de réaction opposée, donc c'est que donc les dérivées donc, sont égales à moins K1 A plus K2B. Donc B c'est le deuxième terme de la liste, hein. Et dt de B sur dt, c'est plus V1 moins V-1. Enfin, alors du coup ici, on ne peut pas mettre moins 1, parce que sinon ça fait un moins. Donc j'étais obligé d'appeler la constante K-1, K2. Donc sur le même principe, j'ai découpé en 2000 dates l'intervalle, et je fais tracer sur le même principe les courbes. Donc on y va. J'ai changé. Ah mince. Non, là je suis en 3.5, excusez-moi, on va y arriver. Pas sûr que ça marche du premier coup. Si, c'est bon. Donc, j'ai dit 1 mol par litre pour A, 0 pour B, K1 égale 2, c'est marqué en dessous, et K2 égale 1, et toujours 5 secondes de temps de réaction. Et donc j'obtiens, voilà, là, alors, non, là j'avais mis 2 secondes, excusez-moi, c'est pour ça qu'on voit mieux les asymptotes ici qui sont bien plates, mais c'est intéressant, hein. Donc ça permet de faire varier les paramètres. Donc c'est la même courbe qu'en dessous, hein, sauf que le temps est plus loin, la courbe en dessous elle s'arrête ici à 2 secondes. Donc ce qu'on voit c'est que B sur A est bien égal à K1 sur K2, donc 2 sur 1, d'accord. Donc on a 2 fois plus de B que de A à l'équilibre. Et donc si on refait une simulation, mais cette fois-ci en partant donc de B, ici vous voyez B égale 1 et A égale 0. Donc on y va, opposer. Voilà, donc A égale 0, B égale 1. Donc en fait on a la même quantité de matière globale, d'accord, la somme est la même, mais la distribution n'est pas la même, d'accord. Donc on va mettre pareil 2, 1, on va mettre 4 par exemple. Voilà, donc on obtient donc, une courbe qui ressemble à la courbe du cours, hein, sauf que c'est 4 secondes au lieu de 2 secondes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a le même état final, c'est-à-dire qu'on a toujours B égale voilà, 0,66 et A égale 0,33, 2 fois plus de B que de A, même si on n'est pas parti du même état initial. Et ça, c'est très intéressant et très important pour après, quand on fera les équilibres en solution aqueuse. Pour s'amuser, on peut faire partir d'autres proportions, pardon. Donc allons-y. Donc on va mettre cette fois-ci 0,5, 0,5,
Donc la première fonction de vitesse 2, la deuxième 1, et on va remettre 3 secondes, tiens, c'est pour changer. Vous voyez, et donc on aboutit pareil. Alors du coup, ça m'a pas fait pleine échelle, hein, parce que ça partait de, enfin, ça me fait pleine échelle, pardon, mais du coup, c'est pas la même échelle que précédemment, puisque sur l'autre graphique que vous avez là, voilà, ça part de 1, d'accord, 0. Donc là c'est parti de 0,66, hein, c'est intelligent, ça met ça en pleine échelle, mais on voit bien qu'on a les mêmes valeurs finales, hein, toujours pareil, de 0,6666, 0,67, et 0,33, pareil, ça part pas de 0. Donc 0,33 pour A. Donc on a le même état final à nouveau, même si on partait de concentrations identiques, dont la somme est la même. Donc ça c'est remarquable, l'état final donc, est le même. Très bien. Donc on peut passer aux réactions successives qui vont aussi être très importantes dans les mécanismes. Donc A donne B donne C. Donc composition des vitesses, donc ce qu'on appelle composition de vitesse, c'est l'expression de toutes les dérivées, donc les vitesses de formation de chaque composé en fonction de V1, V2. Donc la 1 évidemment c'est la première, la 2 c'est la deuxième, hein, on a compris. Donc D2A sur DT ça va être égal à moins V1, donc moins K1A. Ok. Et donc du coup ça c'est de l'ordre 1 tout simplement, donc on peut intégrer en séparant les variables, tac tac tac, hein, ça prend une ligne, et on obtient A égale à 0 exponentielle moins kt. D'accord, donc c'est directement résolu. Hein, ok. Ensuite, d de b sur dt, donc attention, donc lui c'est l'intermédiaire, donc il va être formé par la 1, consommé par la 2, donc ça va faire plus V1 moins V2. Et donc, je suppose à nouveau que ce sont des actes élémentaires, hein, donc plus V1 ça fait K1A, moins V2 ça fait moins K2B, attention, donc B est devenu le réactif de la 2, hein, puisque d'après la loi de Von Hoff, hein, l'acte élémentaire a un ordre, cet ordre est la molécularité, l'ordre global, et l'ordre partiel, le nombre stoichiométrique. Pour C, il est uniquement formé par la 2, donc c'est uniquement plus V2, donc plus K2B. Avec A0, donc si on veut relier les concentrations, donc si AT on les appelle A, B, C bien sûr, ici au départ on a mis A0 et 0, 0 de B et de C, on va avoir alors ici conservation de la quantité de matière globale, hein, puisqu'on a un A qui donne un B qui donne un C, donc la quantité de matière est conservée ici, hein, puisque 1 donne 1 donne 1. Attention, hein, si on avait des nombres stoichiométriques différents, ça serait différent. Donc du coup on peut dire qu'on a A0 égale AB plus B plus C, quel que soit T. Toujours pas. Voilà. Donc éventuellement, voilà, si vous avez A et B, bah, vous avez C par A0 moins A moins B, d'accord, si jamais l'exercice est un peu calculatoire. Alors on ne va pas s'amuser à tout exprimer, hein, en fonction du temps, on a juste à exprimer A, ça va nous suffire. On va juste discuter sur l'allure de B de T et C de T. Donc déjà, quand le temps tend vers l'infini, donc bien comprendre que donc, ces réactions sont non renversables, hein, supposées non renversables, donc tout A va être consommé, puis tout B va être consommé, enfin, ou en même temps, et toute la quantité de matière de départ va se retrouver dans C. Donc A va tendre vers 0, B va tendre aussi vers 0, et C va tendre vers A0, bien sûr. Conservation de la matière. Alors, si on regarde la concentration de B, donc AT égale 0, donc B de 0 égale 0, première chose. Et la dérivée de B par rapport au temps, qui est égale donc à K1 moins K de B, va être égale à K1 à 0 moins 0. Donc ça fait K1 à 0, donc c'est non nul, et c'est positif au départ. Donc ça c'est remarquable, ça va nous faire une tangente à l'origine, donc positive, à deux coefficients directeurs positifs, donc croissante. D'accord ? Ensuite, quand t tend vers l'infini, donc b tend vers 0, on l'a déjà dit, on le redit. Donc forcément, si b vaut 0 au départ, b tend vers 0 à l'infini, et que là, on a une tangente au départ positive, donc une croissance de b au départ, forcément b passe par un maximum, ce qu'on peut voir sur la courbe en dessous. Ce maximum, donc, il va être atteint à t max, tel que donc, d de b sur dt à t max est égal à 0, hein, c'est tangente horizontale. Et B va être égal à B max. Donc ça va être très important pour la suite quand on va étudier de plus près ces réactions successives, faire bouger les constantes. Maintenant pour C, donc C, lui, il part de 0 aussi. dC sur dt est égal à K de B, donc est égal à 0 au départ. Donc déjà, on a une tangente horizontale au départ, première chose. Et après, quand le temps avance, dC sur dt est égal, donc c'est ici, pardon,
est égal à 0 au départ, et par contre, quand B augmente, donc quand le temps avance, on va se retrouver avec une tangente positive, d'accord? De coefficient de vecteur positif, donc une croissance de C. Donc C ne fait que croître, et part avec une tangente horizontale. Okay, donc, dt sur dt tend vers 0 au départ, et ensuite on a une tangente horizontale, donc dt sur dt tend vers 0 aussi à l'infini. Donc entre les deux, dt sur dt va passer par un maximum. Et ça va correspondre à Tmax, puisqu'à Tmax, c'est d de b sur dt qui vaut 0, or d de b sur dt est proportionnel à d de c sur dt2. Hein, si on dérive d de c sur dt, on dérive k de b, k2 est une constante, donc ça fait k2 d de b sur dt, or à Tmax, d de b sur dt vaut 0. Donc c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, quand la dérivée seconde s'annule et que la dérivée passe par un extrémum, soit un minimum, soit un maximum. Ici, en l'occurrence, c'est un maximum, puisqu'elle part de 0 et qu'elle tend vers 0, donc elle passe forcément par un maximum. Donc c'est l'allure qu'on a obtenue, qu'on obtient aussi donc avec le petit programme Python. J'en ai ouvert deux par contre. Non, ça c'est celui avec les dérivés qu'on utilisera après. C'est celui-là, oui. Donc F5, est-ce que ça m'ouvre bien 3? Non, ça m'ouvre 3.9. 3.5, pardon, non, bah ça m'ouvre 3.5. Alors, je rouvre 3.9, excusez-moi. Ça marche pas en 3.5. Eh non, bon. Alors, on va aller ouvrir le programme. On va tout fermer. Ah, mais c'est parce qu'il est là, peut-être. Ah, c'est parce que j'ai ma figure. Je pense que c'est pour ça. On va réessayer. Oui, c'est bon. Donc, la concentration initiale en A, donc on va prendre 1. Là, donc les deux concentrations initiales, les autres sont prises égales à 0. La première constante de vitesse, on va prendre 2 aussi, je crois. Non, 1 puis 2, je ne sais plus. Bon, ça ne change pas grand-chose, de toute façon. Et la durée, 5 secondes. Je ne sais plus. Ah mince. Ah, on n'a pas défini exponentielle. Dommage. C'est embêtant. On va faire ça. Donc oui, en effet, je donne l'exponentielle à cause de... Donc voilà le programme, hein, je vous le montre. Donc à nouveau, j'ai demandé donc, A0, K1, K2, T1. Au départ, donc c'est A0, 0, 0 hein, pour B et C. Et donc le système des quadifs, donc D de A sur dt, c'est moins V1. D de B sur dt, c'est moins V2 plus V1. Et donc V1, j'ai remplacé par A0 exponentielle moins K1 T, s'il connaît exponentielle. Et je peux utiliser aussi ABC de 0, mais bon. Ça évite de refaire trop de calculs. Et dt sur dt, c'est K2B. D'accord? Donc on va réessayer ça. Toujours pas. Non, bon, bah, il connaît pas exponentielle. Il m'énerve. Pourquoi il connaît pas exponentielle? Bon, donc on va remplacer ça par A, B, C, 2, 0. Ah, ok, je passe par une parenthèse. Donc je vais fermer une parenthèse que j'ai pas ouverte. Ah, ça marche. Donc voilà, ça nous fait donc le système de réaction successive. Donc c'est le même que sur le police, avec les couleurs bien sûr. Donc on reconnaît A de t évidemment qui est l'exponentielle décroissante. B de t qui passe par son maximum avec sa tangente à l'origine qui est bien positive. Et C de t qui part d'une tangente horizontale et qui a un point d'inflexion qui correspond au maximum de B et qui tend vers A0 qui vaut ici 1 mol par litre. Donc ici j'avais pris pas tout à fait les mêmes valeurs, j'avais inversé 1 et 2, donc vous voyez que c'est du coup si
K1 est plus grande, on voit que le maximum est atteint plus tôt, donc ça on va l'utiliser très bientôt. J'avais utilisé 5 secondes aussi, donc ça le temps était le même. Donc voilà pour les couleurs, hein. A en bleu, B en orange et C en vert, bien sûr. Donc ça, cette courbe, il faut la photographier, hein. Donc je ne vous demande pas évidemment de savoir résoudre le système d'équation, pas que c'est faisable, hein. Mais je vous demande de retrouver les propriétés qu'on a dites pour B et pour C. A, par contre ça, il faut la savoir, hein, A0 exponentielle moins kt, et retrouver l'allure, hein, le maximum, et l'allure de C qui tend vers A0 et qui a donc un point d'inflexion. Donc éventuellement on peut peut-être faire une simulation avec un temps plus long, pour bien voir l'asymptote horizontale. J'espère que j'ai pris le bon. On va augmenter la première constante pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Et on va prendre 10 secondes. Voilà, donc là on voit bien les asymptotes horizontales, hein, qui sont bien nettes. C'est vrai qu'à 5 secondes c'était un petit peu tôt. Et on voit bien que B a atteint son maximum plus rapidement, hein, par rapport à cette courbe-là. Vous voyez que là c'était vers 1 seconde, un petit peu moins. Bon là aussi, hein, mais c'est un petit peu moins quand même. Et ce maximum là est plus élevé. Vous voyez, là il est plus bas, hein, quand K1 est plus grande. Le maximum est plus haut. Donc en fait l'intermédiaire s'accumule un peu avant d'après d'être consommé quand même, évidemment, si on laisse le temps s'écouler. Voilà, donc on s'arrête là pour cette première vidéo sur les réactions composées et on va ensuite faire les approximations, déterminer les approximations.